le PIV, justement. Colin, moi je suis professeur en hydrologie à l'Institut agro de Montpellier. Bon, ma discipline d'origine, c'est l'hydrologie, et puis mon domaine d'action, ma réflexion, voilà, elle se conduit autour du cycle de l'eau, de la qualité de l'eau et des relations eau sol-plante. Et depuis, je dirais, allez, 4-5 ans, 5-6 ans, ça dépend, le temps passe vite. Il y a une question assez forte qui est revenue du terrain, qui est autour de la salinisation des eaux et des sols. Et donc, à partir de cette question, d'abord des petits projets et puis des projets plus gros et des actions de recherche donc, que je mène dans ce cadre-là, donc avec une petite équipe ici à l'Institut Agro et puis au travers de collaborations, bien sûr, avec différents collègues. Alors, l'idée de cette petite introduction à ce qu'on pourrait appeler un think tank, hein, voilà, maintenant on s'est auto-désigné, c'est autour de la salinisation. Donc, c'était de reposer quelques définitions. Ça fait toujours du bien. Le terme est peut-être un peu valise, hein, autour de salinité, salinisation. Et puis, de regarder voilà, un petit peu quel référentiel commun on peut se donner avant de se projeter sur un partage et un retour d'expérience de vos différents cas d'études. Alors, un écran, ça va venir. Ah. OK. Donc, peut-être un premier rappel, hein, en fait, la salinité et la salinisation des eaux et des sols, c'est quelque chose qui est quand même bien posé conceptuellement dans le monde scientifique depuis les années 50. Donc, je dirais, on n'est pas dans un cadre complètement inconnu de recherche. Donc, la salinisation, on a l'habitude de la décomposer en deux parties. Une salinisation dite primaire qui est liée aux conditions naturelles du milieu, parce qu'on est, par exemple, en zone littorale, et bien qu'il y a une interface entre eau douce et eau salée qui peut bouger au gré du littoral et puis des climats, soit parce que les matériaux lithosphère ou pédosphère sont eux-mêmes salés par leurs conditions génétiques, par la façon dont ils sont formés. Donc, tout ça, c'est lié, je dirais, aux configurations naturelles. Et puis, une salinisation secondaire qui est voilà, liée à l'action de l'homme, avec peut-être deux grands cas emblématiques que sont l'accumulation des sels sur les périmètres irrigués. Quand on irrigue, on apporte de l'eau, il y a des solutés. La plante consomme beaucoup d'eau, peu de solutés, et ces solutés s'accumulent dans le sol. Et puis, tout ce qui va être déséquilibre des interfaces, notamment littorales, avec des pompages d'eau douce qui modifient l'équilibre douce eau salée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la carte. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est des collègues grecs qui ont publié ça, c'est en 2016. À partir d'un recensement à la fois d'articles scientifiques et puis voilà, de différents retours de terrain. Donc, vous voyez que cette carte présente pas mal de motifs, donc des motifs qui sont à l'intérieur des terres, très largement à l'intérieur des terres. Donc, voilà, qui montrent qu'il y a des sols salés, pas forcément qu'en zone littorale. Et puis, vous voyez tout un tas de points, de petits points sur les côtes, hein, qui sont voilà, des problèmes de salinisation liés à des pertes d'équilibre ou des changements d'équilibre, en tout cas, entre eau douce et eau salée en zone littorale. Donc, vous voyez que notre littoral méditerranéen français, donc il y a quand même une tache rouge, hein, où on a quand même identifié qu'il y avait des sols génétiquement salés là-dedans, mais il n'y a pas tellement de points. Pas qu'il n'y ait pas de problème, hein, mais peut-être que la recherche jusqu'à présent ne s'était pas tellement emparée de cette question-là, et c'est en passe largement de changer, et je pense qu'on va, au travers de cette réunion, le démontrer. Alors, j'avais promis quelques définitions. Donc, quand on parle de salinisation des eaux et des sols, donc, on s'intéresse, et en tout cas ici, je pense que le périmètre de notre réflexion ce matin, c'est celui du premier ou des premiers mètres de sol. Donc, le sol, c'est une combinaison de particules elles-mêmes agrégées sous forme d'agrégats. Ces agrégats
il laisse place l'agrégat solide laisse place à des espaces poreux qui sont plus ou moins remplis d'eau ou d'air. Et dans ces espaces poreux, on peut voir une solution qui est elle-même plus ou moins salée, qui contient plus ou moins d'ions en solution, sachant que les ions qu'on va pouvoir trouver en solution, on peut aussi les trouver fixés sur les agrégats de sol. Donc, on parlera à ce moment-là de sol adsorbé. Donc, les sels, quand on parle de salinisation, il faut imaginer tout un cortège ionique, même si bien souvent, les espèces dominantes sont les ions chlorure et sodium. Et quand on parle effectivement de salinité des sols, on utilise souvent deux rapports, deux ratios qui sont bien connus, qui sont l'ESP, Exchangeable Sodium Percentage, qui est la part de sodium qui est fixée sur la capacité d'échange cationique. Donc, c'est en référence à tous ces ions adsorbés sur les particules. Ou alors le SAR, le Sodium Absorption Ratio, qui est le rapport en gros entre le sodium plutôt d'origine salinisation problématique versus calcium et magnésium qui sont des sels plutôt favorables à l'agrégation des sols ou à la nutrition des plantes. Donc, on va parler de sol salé au sens large si la solution du sol est salée. On va parler de sol sodique si le sol a sur ses agrégats fixés du sodium. Et on va pouvoir évidemment parler de sol salé et sodique ou salisodique. Toutes les combinaisons existent, enfin les deux combinaisons existent. Alors, cette salinité de la solution du sol, il faut voir que ce qui va nous préoccuper, et j'imagine les questions que nous on va se poser, c'est son impact sur la végétation, sur les végétations. Donc, assez simplement, ce qui se passe quand la solution du sol est salée, eh bien, c'est que les racines ont plus de mal à extraire l'eau. À l'ordre 1, la salinité, ça pose un problème de stress hydrique aux plantes, puisque les plantes prélèvent l'eau par différentiel de potentiel osmotique au niveau des racines. Si on sale la solution du sol, l'eau rentre moins dans les racines et à ce moment-là, la plante est privée d'alimentation hydrique. À l'ordre 2, il ne faut pas qu'on oublie, parce que souvent on le fait, mais les sels peuvent aussi créer des stress ioniques, c'est-à-dire que certaines espèces d'ions vont perturber la physiologie des plantes. Alors, c'est souvent caricaturé, cette relation eau, sel, plante, mais ça donne des guides. Il faut savoir que pour estimer la salinité des sols, en général, la méthode que nous ont imposée nos amis de l'USDA dans les années 50, c'est de mesurer la conductivité électrique de ce qu'on va appeler un extrait de pâte saturée. Donc, le principe, c'est de prendre un échantillon de sol, de le saturer en eau, d'extraire cette eau et de mesurer la conductivité électrique de cet extrait de pâte saturée. Moyennant quoi, on a une information qu'on peut appliquer finalement au stock en sel dans l'échantillon de sol. Et cette information de stock global qu'on lit au travers de la conductivité électrique, il est d'usage de la classer. Donc, c'est le tableau de droite pour les sols non salés quand l'extrait de pâte saturée varie entre 0 et 2 millisiemens par centimètre ou des 6 siemens par mètre. Et puis, de 4, on commence à affecter les plantes sensibles. De 4 à 8, on fait chuter le rendement de la plupart des plantes cultivées. Au-delà de 8, il y a une sélection qui s'opère. Il n'y a que des plantes résistantes qui poussent. Et au-delà de 16, il n'y a vraiment que des variétés adaptées. Donc ça pose le problème global. Alors derrière ces stocks en sel, il faut imaginer qu'il y a une dynamique de la salinité dans la solution de sol qui va être intimement liée par contre à la teneur en eau de ce sol, puisque vous voyez que ce qui est important, c'est la concentration en sel dans la solution de sol, pas simplement le stock. Et donc, il faut imaginer que ces barrières, ces valeurs, ces classes de salinité, ça aide à classer les sols, mais ça ne rend pas compte, bien sûr, de toute la réalité de ce que subissent les plantes dans un sol dit salé. Alors, je vous disais qu'on a été interpellé par pas mal de retours de terrain, donc ça a donné lieu à
à quelques recherches ici sur le littoral méditerranéen. Donc, on a parlé des sites en Camargue, le domaine de Pives sur lequel on avait un petit peu travaillé, le domaine de l'Espiguette, une longue étude aussi qu'on avait faite sur l'estuaire de l'Orbe et une étude qui est en train de s'achever sur les basses plaines de l'Aude. Donc, ça nous donne quand même, nous, côté recherche, quelques références sur cette zone-là. C'est des recherches qu'on a conduites systématiquement de manière multi-échelle, c'est-à-dire qu'on est parti de l'étude de profil de sol, donc des interactions eau, sol, plante à une échelle très fine, jusqu'à des échelles territoriales. C'était un point important pour nous de balayer ce continuum d'échelle et d'aborder aussi cette problématique d'un point de vue purement biophysique, au travers de ce que je disais, les relations entre hydrodynamique et physiologie des plantes, mais aussi de regarder les pratiques qui étaient utilisées sur ces espaces. Voilà, au travers d'enquêtes et puis de travaux un petit peu de typologie, et également de développer des approches autour de la perception des acteurs locaux de cette question de la salinité, avec un double objectif. Premièrement, déjà nous apprendre des choses, puisque les gens sur site ils perçoivent notamment des notions d'évolution sur lesquelles on est souvent un petit peu pris au dépourvu, parce que quand on arrive sur un terrain de recherche, on constate un état, mais on ne sait pas d'où on vient, et on nous demande toujours où on va. Donc, déjà, essayer de retrouver un petit peu des informations sur l'évolution au travers des perceptions, c'est quelque chose de riche. Et puis aussi, les perceptions, ça peut nous donner des informations importantes sur d'éventuelles distorsions qu'il y aurait entre des perceptions et des états réels, et d'essayer de travailler un petit peu sur ces écarts-là pour trouver des solutions adaptées. Voilà. Donc, quelques justes spots, simplement on ne va pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que ces études montrent à des échelles locales? Eh bien, qu'il y a un système qui est très dynamique en réalité entre l'eau, le sol et la plante. Il n'y a pas de sol salé dans l'absolu, finalement. Il y a des concentrations en sel à un moment donné, à un endroit donné, qui vont poser problème pour les plantes. Donc, c'est le petit schéma plein de flèches qui est assez classique sur la droite de la diapositive, et qui montre que suivant finalement la teneur en eau d'un sol, pour un stock de sel donné, la plante va devoir fournir un effort plus ou moins important pour son alimentation hydrique. Sur la partie gauche de la diapo, on voit qu'également il y a une dynamique de la salinité des sols, parce que on peut avoir des sels dans des compartiments sous-jacents, dans des eaux souterraines qui peuvent fluctuer au cours de l'année et apporter leur lot de sel dans les profils, voire dans les zones racinaires. Et puis, dans les périodes plus sèches, on peut avoir des phénomènes de remontée capillaire d'eau salée dans les profils de sol. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on peut observer. Quand on grossit un petit peu le zoom, on s'aperçoit que les espaces sont souvent gérés en fonction de cette problématique de salinité. Donc, différents types de pratiques, on en parlera, peut-être pas en faire le tour, mais parmi les pratiques, il y a la submersion, il n'y a pas que ça. Et dans tous les cas, les pratiques, elles ont pour objectif finalement de préserver la zone racinaire de conditions de salinité très sévères. Il n'y a pas que sur les littoraux méditerranéens que ça se passe. Le schéma qui est au centre de la diapo, il est issu de travaux de collègues hollandais, où on voit qu'on a une superposition d'eau salée en profondeur et puis d'eau plus douce en surface, et que cet équilibre est régulé par un certain nombre d'aménagements comme le drainage enterré, les fossés. Et on voit bien que toute la nécessité qu'il y a à suivre un petit peu la dynamique complète du système au sein du sol, on le voyait tout à l'heure, mais au sein aussi des premiers mètres sous le sol pour capter ces interactions surface-souterrain. Et puis, à une échelle un peu plus large encore, toutes les pratiques de gestion passent par de la gestion de l'eau. Toutes les pratiques de gestion de la salinité passent par la gestion de l'eau, en grande partie, de manière directe ou de manière indirecte.
Et donc, elle pose la question de la disponibilité de l'eau dans les paysages. Et ça, c'est quelque chose qui est drivé par le climat et puis par les ressources en eau disponibles, tant en quantité qu'en qualité. Donc là, c'est quelques résultats qui avaient été qui sont issus des travaux sur l'estuaire de l'Orbe et voilà, qui montrent qu'il y a des problèmes des fois même d'équilibre eau douce eau salée qui transitent par les cours d'eau eux-mêmes, hein, qui peuvent être des vecteurs d'eau douce dans de bonnes conditions, mais aussi des vecteurs d'eau salée dans d'autres conditions. Donc, voilà, un petit graphique un peu coloré pour essayer de synthétiser un petit peu tout ça, pour montrer à quel point cette notion de salinité des eaux et des sols place en son cœur le sol lui-même, mais en interface avec, bien sûr, les eaux souterraines, les eaux de surface, les eaux littorales, hein, les eaux de mer, le climat, et puis toutes les logiques d'aménagement intraparcellaires, interparcellaires et territoriaux, avec de la nécessité d'observer ça sur des temps relativement longs, parce que finalement, c'est des choses aussi qu'on a montrées. Le salement et le dessalement des sols, ce n'est pas quelque chose de très immédiat, hein, c'est quelque chose qu'il faut plutôt imaginer sur des temps un peu longs. Voilà. Et pour finir, mais je pense que vous êtes bien avertis évidemment là-dessus, sinon on ne serait pas en train d'en parler ensemble, hein, mais rappelez que finalement, cette salinisation, ça représente une menace pour les sols, hein. Le sel, ça va altérer un certain nombre de propriétés des sols, notamment leur stabilité structurale, c'est quelque chose qui est connu, donc leur faire perdre un certain nombre de propriétés en termes de fertilité. Donc, par rapport à la préservation d'un actif sol en zone littorale, c'est une vraie question. C'est une menace pour les plantes qui ne sont pas adaptées, voilà, qui peut conduire jusqu'à la mort des plantes. C'est une menace en général pour l'agriculture qui est en place parce que ça induit de la mortalité et en tout cas des baisses de rendement. C'est une menace, et ça on travaille aussi avec des collègues plutôt écologues, pour les écosystèmes, en tout cas pour la diversité des écosystèmes littoraux, puisqu'il y a quand même des écosystèmes de zones salées, hein, qui ont tout leur intérêt, mais en tout cas, une uniformisation des conditions de salinité conduirait à une uniformisation des écosystèmes avec des écosystèmes salés qui prennent le pas sur les écosystèmes saumâtres et doux. Et une menace également, il ne faut pas quand même l'oublier, sur les ressources en eau, puisque la salinité de l'eau peut rendre l'eau impropre. Donc, je ne vais pas faire beaucoup plus. Je pense que c'était voilà, l'occasion peut-être d'introduire cette séance de travail pour montrer à quel point la problématique est multi-échelle, que c'est une problématique sérieuse. En même temps, ce n'est pas forcément une fatalité, puisque de toute façon, cette question de la salinité, elle est gérée depuis longtemps, depuis très longtemps. Voilà, la question se pose plus de quels sont les moyens disponibles et comment finalement se doter d'une vision un petit peu prospective pour essayer d'anticiper ce qui peut se passer en termes de changement climatique notamment. Voilà, je vais m'en arrêter là, sachant que face à ces menaces, hein, un des enjeux de ce think tank, c'est finalement d'essayer de poser des solutions et voire même, parce que je suis quand même optimiste de nature dans la vie, de voir que derrière ces menaces se trouvent aussi peut-être des opportunités pour faire autrement et peut-être pour faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui.